Bonjour Stéphane Arinourossou. Bonjour Carole Olaye, bonjour Moïse Novillon, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole, bonjour Stéphane, et bonjour à Maurice Agua qui nous suit et qui est très intéressé par un des sujets que nous allons aborder tout à l'heure. C'est à la fin pratiquement la dernière rubrique. Il s'agit de l'actu décalée, le thème retenu pour l'actu décalée de ce matin. Voilà. Nous n'allons pas informer les téléspectateurs de ce qu'il dit dans le groupe de travail. Coucou donc au rédacteur en chef Maurice Agua qui nous suit en direct sur ce plateau. Alors bienvenue Moïse Novillon, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir vraiment partagé et surtout je profite également pour saluer les fidèles téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors c'est parti pour le tout premier sujet. Nous irons à l'Assemblée nationale où on parle du bilan de la 9e législature. La présidence de l'Assemblée nationale également. Vlavons-nous bon pour la continuité des œuvres de la rupture. Voilà les deux sujets que nous allons mettre dans la balance ce matin. Alors, ma toute première question, Moïse Novillon, la 9e législature a-t-elle renforcé ou affaibli le rôle de l'Assemblée nationale comme contre-pouvoir? Merci bien pour la question et surtout le moment également de la question est bienvenu parce qu'effectivement la 9e législature est en train de faire entre guillemets ses valises. C'est pratiquement les derniers jours pour que l'institution puisse passer le témoin tout à l'heure au mois de février. Et nous avons tous pu observer quand même la façon dont la 9e législature a fonctionné. Et je pense que l'institution a essayé à sa manière et à sa façon de jouer son rôle de contre-pouvoir, pas forcément très facile, mais on a quand même eu droit à des actes très forts qui nous ont effectivement rappelé que nous sommes en démocratie et que surtout notre démocratie vit bien. Et l'une des illustrations qui arrive immédiatement tout de suite à mon esprit, c'est le projet de révision constitutionnelle de 2024 qui n'a pas prospéré. Si je ne dis pas de bêtises, en janvier 2024, l'honorable député membre du bloc républicain, Hassan Seibou, a introduit un projet de révision constitutionnelle, bien sûr, et qui n'a pas pu prospérer. Ça avait suscité un vrai débat, que ce soit à l'intérieur du Parlement comme également au sein de l'opinion. Et donc, bien sûr, la proposition est allée jusqu'au vote où cela n'a pas pu remporter les 4/5 voilà, de l'adhésion des autres parlementaires. Et donc le projet n'a pas pu prospérer. Donc je pense que c'était le 1er mars 2000. Que ce Parlement a exercé un contrôle effectif de l'action gouvernementale. Oui, je vais surtout pour dire que le débat a été quand même vif. C'est-à-dire que sur certaines questions majeures, on a pu observer cela. Et effectivement, contrôler l'action du gouvernement dans la limite de ce qu'il était possible de faire. N'oubliez pas que dans le contexte qui est le nôtre, ce n'est pas comme cela se passe ailleurs. La majorité au Parlement était dévolue au soutien, aux actions du chef de l'État, aux actions du président de la République. Et donc, effectivement, je pense que c'est dans les limites de ce qu'il était possible. Il y a eu quelques questions, par exemple, orales au gouvernement. Et la minorité parlementaire s'est quelquefois plainte, bien sûr, de ne pas avoir obtenu de suite par rapport à certaines interpellations. Mais je pense qu'il y a quand même quelques réactions à ces interpellations. Je pense que les députés ont essayé, surtout la 9e législature, avec une minorité quand même, une minorité parlementaire bien sûr, issue de l'opposition radicale, a essayé à sa façon quand même de donner l'alerte. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelquefois où tout au moins on a pu entendre venir de l'hémicycle que certaines choses ne sont pas du goût de
d'une franche partie de la population, bien sûr, parce que c'est la représentation nationale avant tout. Et donc, on a pu quand même, on a eu droit à des sons de cloche qui n'étaient pas entièrement en faveur de tout ce qui était venu de l'appareil exécutif. Et donc, à sa façon et dans les limites de ce qu'il était possible d'observer, évidemment, la 9e législature a fait un peu d'effort. Mais surtout, et chaque fois, il faut repréciser le contexte, ça ne va pas, c'est peut-être pédagogique de répéter chaque fois, ça ne va pas nous saouler de le redire chaque fois. Le contexte démocratique qui est le nôtre maintenant n'est plus tout à fait le contexte démocratique d'antan. Et à un moment donné, on a eu droit à ce que certaines personnes ont qualifié de démocratie Nescafé, par exemple. On a eu droit à ce qu'à un moment donné, le Parlement soit chaud bouillant, avec beaucoup de critiques, etc. Et surtout, beaucoup d'envolées. Et donc, on le soulignait quelques fois lors des débats précédents ici sur ce plateau, que le contexte n'est plus tout à fait le même. L'orientation, bien sûr, notre démocratie a quelque peu évolué dans sa façon de fonctionner, qu'on ne verra plus des députés forcément faire du bruit à outrance au point de taper sur la table, par exemple, pendant les débats parlementaires. Donc si les compatriotes s'attendent à voir, ne serait-ce que ça, pour estimer que effectivement nous sommes dans une sorte de contradiction ou bien de contre-pouvoir, qu'on a évolué par rapport à ces réalités-là. Donc ce n'est pas en réalité sur ce terrain qu'il faut évidemment attendre que la 9e législature puisse s'exprimer avant de savoir que effectivement certaines choses ont pu se faire. Et donc dans les limites de ce qui avait été possible, la 9e législature a fait quelques efforts. Et donc, nous avons tous constaté ce que cela a donné en fin de compte. Et donc, pour moi, si je vais me résumer, c'est que oui, l'Assemblée nationale de la 9e législature a essayé à sa façon d'exercer son droit de contre-pouvoir. Tout n'a pas été évidemment rose et facile pour l'exécutif, parce que de temps en temps ou bien de temps à autre, il y a eu des sons de cloches qui sont arrivés du Parlement pour hausser le ton, pour dénoncer, pour essayer quand même d'obtenir mieux que ce que l'exécutif proposait. Stéphane Arkinoukhosou. Oui, merci. Je pense que Moïse a planté le décor. A planté le décor. Nous avons eu droit à un parlement de développement. À un parlement de développement plus qu'à un parlement d'intrigue politique, de politique politicienne, non. On a eu droit à un parlement qui s'est arrimé aux exigences du moment. Le parlement est à l'image de l'ambiance politique que le chef de l'État a bien voulu imprimer à son mandat. Un parlement où on a constaté, c'est vrai que les démocrates ont essayé de jouer leur partition à travers la politique de chaises vides, les désistements, les abstentions, les contestations, etc. Donc dans l'ensemble, moi je veux dire que ce Parlement a accompagné le gouvernement dans ses efforts de développement. Et on a vu un Parlement qui a quand même fait des accords de rectification, qui a quand même voté un certain nombre de lois, qui a quand même contribué à la réforme constitutionnelle. Donc un ensemble de charpentes qui montrent aujourd'hui qu'on peut décerner, qui peuvent nous conduire, je veux dire, à décerner quand même un satisfecit à tout ce qui a été fait par l'ensemble des députés. Le Parlement de contre-pouvoir, comme on le dit, il faut pouvoir comprendre. Le contre-pouvoir, ce n'est pas un Parlement qui s'oppose de façon radicale. Ce n'est pas un Parlement qui déstabilise le fonctionnement de l'exécutif. Ce n'est pas un Parlement qui s'oppose à toute initiative de développement. Non, c'est un Parlement qui est là pour contrôler
l'action du gouvernement pour voici, par rapport au budget qui a été voté, par rapport aux actions de développement qui sont menées, par rapport aux réformes politiques, est-ce qu'il n'y a pas d'excès, s'il n'y a pas un certain nombre de choses. Et donc je trouve que le Parlement a joué son rôle. La question orale, oui, d'accord, Moïse le relevait. Il y a que le parti, les démocrates, les députés qui ont siégé au Parlement ont souvent dénoncé que leurs doléances, leurs requêtes n'ont pas été prises en compte, qu'il y a des questions orales pour lesquelles les ministres n'ont pas été au rendez-vous. Et donc, on peut comprendre que c'est dû peut-être à des intrigues politiques ou à un certain nombre de choses. Mais c'est que, dans tous les cas, ce Parlement-là a joué son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, a joué son rôle de vote d'un certain nombre de lois qui ont contribué à booster le développement de notre pays. Et c'est là le plus important. Ce que veut le peuple, ce n'est pas les rivalités politiques. Ce que veut le peuple, ce sont les actions de développement. Et je pense que ce Parlement a donc joué ce rôle-là de très belle manière. Et on ne peut que les en féliciter, même si tout n'a pas été rose. Je pense que l'essentiel a quand même été fait et qui mérite, n'est-ce pas, donc, je veux dire, les félicitations du peuple béninois. Alors, ma question, c'est est-ce que la représentation limitée de l'opposition a-t-elle impacté la qualité des lois votées? Oui, je pense que c'est quand même, c'est évident. C'est évident. A priori, c'est évident a priori parce que lorsqu'on a une assemblée et que sur 109, on n'a que 28 députés de l'opposition, on peut se dire qu'ils sont minoritaires et qu'ils n'ont pas forcément voix au chapitre et que leurs préoccupations peuvent ne pas être prises en compte parce que malheureusement, à l'Assemblée nationale, c'est la loi de la majorité. Justement, et donc, c'est le lieu d'expression par excellence de la démocratie. Voilà, et donc quand vous êtes minoritaire, ce n'est pas évident que vous ayez le monopole de la parole à l'Assemblée nationale. Et donc, forcément, puisqu'ils ont été minoritaires, forcément, ils n'ont pas peut-être été bien entendus ou n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils auraient pu faire. Mais nonobstant ça, il faut dire quand même que les démocrates n'ont pas été pour autant absents. On a vu qu'au cours des débats, même par rapport au vote du budget de l'État, on a vu que les démocrates ont fait un certain nombre d'observations et parfois ces observations-là sont prises en compte par la majorité parlementaire. On a vu que les démocrates ont eu quand même un représentant au sein du bureau de l'Assemblée nationale, donc ils ne sont pas perdus dans la mer. Non, ils ont quand même eu l'opportunité de s'exprimer. Peut-être qu'on peut quand même reprocher aux démocrates qui parfois, peut-être se sentant lésés, n'ont pas été courageux pour assister à un certain nombre de débats. On les a vus faire la politique, je veux dire, de la chaise vide souvent, ce qui ne les a pas avantagés ou favorisés dans certaines situations. Donc, dans tous les cas, je veux dire qu'ils ont été minoritaires, ils n'ont peut-être pas pu faire ce qu'ils devaient faire en tant que force de l'opposition, mais ça n'a pas empêché la majorité parlementaire parfois de les écouter, parfois de prendre en compte leurs préoccupations, leurs desiderata, et à la limite, on va ajouter que leur jusqu'au boutisme, la politique de la chaise vide faite par les démocrates n'a souvent pas favorisé les choses. Dans tous les cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et je pense que les autres également ont fait ce qu'ils ont pu faire. C'est tant mieux pour la démocratie béninoise. Ce qui est important qu'il faut retenir, ce n'est pas les oppositions. Ce n'est pas les oppositions. Voilà. Ce n'est pas les oppositions. Ce qui est important, c'est ce que vous apportez en termes d'idées, en termes de propositions et de voir si de façon objective, les autres de leur côté font l'effort de prendre en compte ce que vous dites. C'est ça le plus important parce que opposition pour opposition, ça c'est juste de la politique. Mais sur le fond, en matière de proposition de loi, en matière d'accompagnement, en matière de vote de loi,
en matière d'accompagnement des initiatives du gouvernement, je veux dire de développement, est-ce que les démocrates ont fait des propositions réelles, vraies, qui n'ont pas été prises en compte par la majorité parlementaire qui a siégé au Parlement? Et c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est là qu'il faut faire le débat. Maintenant, si c'est si c'est de l'opposition politique entre griffes, moi, je ne trouve pas vraiment l'intérêt pour la population. Ce qui intéresse la population, ce n'est pas les intrigues politiques, ce n'est pas l'opposition politique, ce n'est pas les débats de politiciens. Ce qui intéresse la population, c'est est-ce que les démocrates ont proposé une loi qui va à l'avantage du Béninois qui se trouve à Tchoumi-Tchoumi et que les députés de la majorité parlementaire ont refusé de prendre ça en compte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je trouve que l'un dans l'autre, les deux ont joué leur partition et c'est tant mieux pour la démocratie. Je peux peut-être l'appuyer pour dire effectivement que s'opposer en réalité, non seulement cela ne sert pas exclusivement et uniquement la République, mais est-ce que cela sert également les acteurs qui se mettent en général dans cette posture-là? Pardon. Surtout que le fonctionnement de la République, le chat qui est dans votre je pense qu'il est définitivement parti. C'est peut-être le Red Chef Mori Yagua peut-être qui lui envoie ce chat-là. Alors donc je disais tout à l'heure que s'opposer pour s'opposer en réalité, non seulement cela ne sert pas véritablement la République, mais ça ne sert pas dans le contexte qui est le nôtre actuellement les formations ou bien les acteurs même, parce que n'oubliez pas, au moment où la politique politicienne roulait et que cela fonctionnait bien dans le pays, c'est au moment où les uns et les autres utilisaient leur position de députés pour faire la pression sur l'exécutif. Ça, on a mis cela à nu. Tout le monde est aujourd'hui informé de ce qu'en réalité, la fonction parlementaire avait été galvaudée à un moment donné et que cela servait surtout à monter les enchères plutôt que de servir la République. Et donc, quand les gens parlaient beaucoup, quand les gens s'agitaient beaucoup, en réalité, ce n'était pas parce que la République était en réalité le vrai enjeu. Le véritable enjeu, c'était généralement parce qu'on veut peut-être à la sortie, bien sûr, des débats, avoir la possibilité d'aller négocier pour obtenir tel autre avantage ou tel avantage par ici ou par là auprès de l'exécutif. C'est devenu officiel. Les voix les plus recommandées même en ont parlé. Et donc, effectivement, s'opposer pour s'opposer, est-ce que cela va véritablement servir? Il faut quand même observer, même là où il faut exercer les questions d'opposition, l'Assemblée nationale a évolué, la législation a évolué sur ces sujets-là. Par exemple, avant que l'exécutif ne puisse demander accéder à des accords de prêt, par exemple, par le passé, il fallait forcément passer par l'Assemblée nationale. Cela a été révisé et donc désormais c'est après bien sûr que le gouvernement vient, dans un délai bien défini quand même, que le gouvernement vient justifier éventuellement des accords et autres. Et donc c'est devenu plus compliqué pour les députés d'avoir des moyens, des leviers en réalité de pression pour pouvoir accéder à certains intérêts personnels et même peut-être dans le bon sens, si on veut l'évaluer également sous cet aspect-là, et même pouvoir exercer un peu plus de pression sur l'exécutif, même si c'est dans l'intérêt général. Donc c'est devenu plutôt compliqué, difficile pour les acteurs d'être dans l'opposition ou bien dans la politique politicienne à plein temps, à plein régime, comme cela a pu fonctionner à un moment donné. Ça, c'est devenu une évidence. Et donc, effectivement, l'Assemblée nationale a pu faire ce qu'elle pouvait faire, à notre avis. Et surtout, l'Assemblée nationale est devenue un instrument au service de la République. Il faut être clair également et l'observer, que les deux dernières législatures, pas que la 9e législature, mais la 8e législature également, ils ont permis en réalité à la République de respirer, de souffler un peu et d'expérimenter une autre façon de faire. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et donc, dans la même continuité que la 8e législature, la 9e législature était beaucoup plus au service de la nation, au service de la République. Les lois qui ont été, les moments de débat, les lois qui ont été véritablement les sujets de discussion ou autour desquels on a quand même eu une certaine manifestation politicienne relevée, c'est surtout au niveau de la révision de la Constitution et du vote du budget. Et c'est deux sujets éminemment politiques, le vote du budget
budget, c'est hautement politique. Donc le travail en commission technique, on a pu observer que certains députés, bien les députés de la minorité étaient favorables et ont même contribué aux travaux en commission, mais qu'en plénière, ils ne votent pas en faveur du budget. Et cela s'explique que c'est des politiciens qui sont après tout à l'Assemblée nationale. Donc c'est purement politique qu'ils ne veuillent pas en réalité donner l'impression de faciliter les choses à leur adversaire qu'est la majorité ou bien la mouvance présidentielle. Et sur la question de révision de constitution, ça allait dans tous les sens et la majorité là a pu l'emporter en fin de compte. Donc c'est toujours une question de vitalité démocratique à ce niveau. Donc on a eu moins en réalité d'enjeux personnels qui puissent motiver à des contradictions, à des agissements mieux que par le passé en réalité. Donc je suis d'accord avec les observations de Stéphane. Oui, je voudrais ajouter que je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui par rapport à l'image que l'Assemblée nationale renvoie est quand même assez intéressant pour le peuple. Parce que vous savez d'où est venue l'idée pour un chef de l'État de sentir le besoin forcément d'avoir une majorité parlementaire. C'est parce que lorsque les députés vont à l'Assemblée nationale, ils se servent de leur position comme droit de veto pour faire du chantage au président de la République. Et là, ça devient un danger pour le président de la République parce qu'il ne se sent plus libre d'exécuter ou de dérouler son programme de gouvernance. Or, lui, il est élu pour des actions de développement. Et lorsque ces actions de développement se trouvent à être contrecarrées par des intrigues politiques où on se sert de sa position de député pour faire chanter un président de la République, je trouve que c'est quand même dangereux. Aujourd'hui, la chose a évolué. On peut rester nostalgique et se dire que non, bon, c'est comme si l'Assemblée nationale est devenue une caisse à résonance, mais ça, ce n'est qu'une perception. Parce qu'au fond, qu'est-ce que nous faisons? Au fond, ça débat, au fond, ça vote des lois, au fond, ça propose des choses. C'est la réalité, ça. Je vous aide en réalité. Je suis en phase, je suis 100% en phase avec vous. C'est-à-dire que dans le fond, il faut répéter cela pour que les compatriotes puissent l'intégrer. C'est-à-dire que les choses ne fonctionnent plus comme avant. Et comme les choses ne fonctionnent plus comme avant, les repères que nous avons eus jusque-là, c'est les repères de ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Et quand les gens ils font les comparaisons, en réalité, ils sont nostalgiques d'une certaine époque. Sans savoir que, dans le fond, si on analyse en profondeur, c'est pas que tout ce qu'on faisait était correct. Non, absolument pas. C'est pas comme si tout ce qu'on faisait était normal. Mais on a normalisé parce que cela existait et cela prospérait. Oui, et c'est maintenant le temps. Voilà, oui, dans le temps, et les politiciens ont normalisé la chose. Et on fait croire à la population que c'est comme ça que les choses devraient se passer pour être normal. Voilà. Or, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'un Parlement doit être un peu plus regardant par rapport à ce que fait l'exécutif. Mais le Parlement doit également être un outil d'accompagnement pour l'exécutif lorsqu'il s'agit des questions de développement. Justement, d'où la nécessité d'avoir des opinions contraires quand même. Oui, il faut avoir évidemment, nous sommes d'accord là-dessus. Il faut avoir des opinions contraires, mais des opinions qui construisent. Qui vont construire ou qui vont participer au développement de notre pays. Moi, c'est sur ça que j'attire l'attention des uns et des autres. Lorsque la contradiction devient de la contradiction purement de politique ou de politicien, pour moi, ça pose un problème. La contradiction, c'est peut-être le gouvernement estime que c'est à Tchoumi, il faut envoyer l'eau, et puis le Parlement estime que l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas à Tchoumi, c'est à Gorgounou. Ces contradictions-là, c'est important, mais lorsque un groupuscule de députés, parce qu'ils sont pour leur intérêt personnel, décident de mettre leur veto sur ce projet, alors qu'on sait que l'eau est indispensable à Tchoumi, moi ça me pose un problème. Donc un Parlement doit être un Parlement de développement et non un Parlement où on fait des intrigues politiques inutiles qui ne servent absolument pas
à la population. Alors, est-ce que les lois votées par la 9e législature auront un impact durable sur la gouvernance? Il faut déjà qu'on puisse avoir la possibilité de citer nommément ces lois. Et je pense, et je le pense réellement et en toute honnêteté, que toutes les lois qui passent à l'Assemblée nationale, si elles sont si imparfaites, elles subissent de modifications. C'est-à-dire que dans les mois ou bien les années qui suivent, les lois, l'objectif est dans l'esprit des lois, c'est déjà d'apporter de soulagement, d'apporter de solutions à quelque part. Ça, c'est globalement ça, pour ce qui est de la tradition, pour ce qui est souhaité, pour ce qu'on a l'habitude d'observer. Et donc, je pense que si c'est quand même 109 personnes, 609 Béninois et 109 parents d'enfants, surtout pères de famille, et mères de foyer, et évidemment, ça semble pour voter des lois, c'est forcément pour être au service de la République, quelles que soient, bien sûr, les positions des uns et des autres. Vous savez, les lois, en elles-mêmes, dans leur essence même, portent déjà les marques de la, comment je vais dire, de la sanction sur ceux qui ne veulent pas être en phase avec ce qui est la norme. Et donc, avant même qu'une loi ne soit prise, il y a déjà certaines personnes qui se sentent en difficulté vis-à-vis de ces lois-là, parce qu'eux n'ont pas peut-être envie de respecter ou bien de mettre en application ou bien d'aller dans ce sens. Et donc, je pense que tout ce qui a été fait pendant les députés, leur rôle, bien sûr, c'est prendre des lois et contrôler l'action du gouvernement. Tout ce qui a été fait pour le travail et pour le service en faveur de la République. Et donc, il n'y a pas que les députés, surtout, il ne faut pas qu'on fasse également focus sur la 9e législature et oublier le rôle de nous également en tant que citoyens. Il n'y a pas que les députés qui aient le monopole. Tous les corps constitués de la République sont appelés à aider les institutions. C'est-à-dire quoi? Les personnes cibles, les institutions cibles, les acteurs clés qui sont peut-être engagés ou directement ciblés par certaines dispositions ou bien certaines lois, ont également la possibilité de les faire observer. Et les voies existent. Nous sommes en démocratie, les gens ne sont pas, les uns et les autres ne sont pas en réalité interdits de parole et interdits de faire des observations. Donc je pense que, évidemment, la 9e législature a fait évoluer notre pays, a permis à ce que notre pays également puisse... Et surtout, je reviendrai sur la révision de la Constitution, parce que ça a fait beaucoup de débats et ça a retenu beaucoup d'attention, par-dessus tout. Oui, je voudrais rapidement rebondir sur deux éléments. Le premier élément, c'est que les lois qui sont votées par les députés, je voudrais nommément insister sur deux aujourd'hui, qui ont boosté le développement et qui peuvent être pérennisés. C'est vrai que les lois, on peut les affiner avec le temps et les corriger. Mais je pense que, par exemple, la question du droit de la grève, voyez-vous, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est vrai que dans le fond, on peut se demander si ça ne restreint pas les libertés et tout ça, et essayer de voir s'il faut redonner une autre forme à la chose. Mais au fond, l'impact que cela a eu, aujourd'hui, on ne peut plus se lever comme ça au CNHU et dire qu'on veut gréver et laisser les patients. Je pense que c'est quand même intéressant. On ne peut plus abandonner les enfants dans les salles de classe aujourd'hui pour dire qu'on veut revendiquer ces droits et autres. Je trouve que c'est quand même intéressant en termes d'avancée, en termes de législation. Maintenant, s'il y a des choses à affiner, s'il y a des choses à corriger, on peut s'asseoir et essayer de voir si on peut trouver un autre mécanisme pour adoucir un peu la chose. Mais c'est déjà vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, cela permet la continuité du service public. Maintenant, avant que Moïse aborde la question de la réforme constitutionnelle, je pense que quand on prend cette réforme constitutionnelle-là, ça a quand même un certain nombre d'avantages pour
pour notre démocratie. Oui, surtout les questions de retrait du droit de grève, bien sûr, c'est bien plus tôt. Ce n'est pas exclusivement la 9e législature, mais je suis d'accord, c'est resté dans la continuité quand même de tout ce qui a été fait en matière législative. Il ne faut pas oublier, il y a un aspect très important qu'on n'a pas rappelé aux téléspectateurs et aux auditeurs depuis également, c'est que la 9e législature a une particularité. Elle a connu seulement 3 ans d'existence, c'est de 2023 à 2026. C'est-à-dire que les acteurs ont dû se sacrifier également pour permettre à ce que l'on puisse aligner les élections, voilà, comme on a pu l'observer tout à l'heure avec les élections générales communales et législatives couplées du 11 janvier et l'élection présidentielle qui va arriver tout à l'heure dans quelques mois également. Et donc, cette législature-là, on peut considérer ça comme une législature de transition. C'est pourquoi les faits d'armes ne sont pas si élevés comparativement aux législatures passées. Il y a eu essentiellement 2 à 3 débats majeurs véritablement qui ont véritablement secoué l'opinion et qu'on a pu voir et entendre foncièrement en dehors des autres lois, bien sûr, qui impliquent le fonctionnement au quotidien dans certaines corporations au niveau de l'agriculture ou bien dans certaines corporations au niveau des fonctionnaires, etc. Il y a eu les actes majeurs, c'est surtout les 2 fois où le débat sur la révision de la Constitution sont bien sûr revenus, notamment en 2024 et en 2025. Et il y a eu également, bien sûr, une certaine relecture du code électoral. Également, c'est également sur cette période que le code électoral a été relu pour qu'on ait la mouture qui est en train de permettre actuellement d'organiser les élections qui sont en cours. C'est vraiment les faits majeurs. C'est vrai, le code électoral n'a pas fait l'unanimité, mais ça a quand même permis à ce que nous puissions avoir des élections. Tout à l'heure, je le rappelais, on a quand même connu des élections apaisées. C'est un signe. Il n'y a pas eu véritablement d'incident quelque part. Vous attaquez déjà ma question suivante. Comment appréciez-vous le rôle qu'a joué l'Assemblée nationale, la 9e législature, donc, dans l'apaisement du climat politique national? Voilà. Donc, je le disais, ça a permis quand même d'observer, par exemple, d'avoir une certaine paix, une certaine tranquillité par rapport aux dernières élections, les élections communales, les élections législatives et au-delà également, ça a permis à ce que dans l'opinion en général, on a obtenu une certaine tranquillité. On n'a pas eu en tant que tel beaucoup de remous. C'est vrai que tout n'a pas été calme et tranquille partout, mais on n'a pas eu d'incidents majeurs, surtout en période électorale. C'est très important. Donc ça a été une Assemblée nationale de transition, mais surtout une Assemblée d'un peu plus de cohésion, d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Et surtout, il y avait la minorité également qui avait la possibilité évidemment de faire le contrepoids à un moment donné, de porter la voix d'une certaine opinion. Et c'est pour ça qu'on a regretté un peu que la stratégie de la minorité parlementaire n'ait pas permis à ce que cette formation politique, cette minorité parlementaire, la formation politique qui a bien sûr contenu cette minorité parlementaire puisse se renouveler à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, ça a permis quand même un peu bien sûr de diversité, bien sûr dans la façon de conduire les discussions. Ça, c'est tout à fait, c'est factuel. On n'a pas besoin de se cacher pour le dire. Et on a du regret pour que ces députés-là, dans leur majorité, parce que quelques-uns sont revenus, mais dans leur majorité, ils n'ont pas pu revenir parce que leur formation politique, bien sûr, a fait un choix qui était un choix véritablement périlleux et qui ne leur permet pas d'arriver. Et donc ça c'est le pincement qu'on peut avoir par rapport à ce qui va se passer bientôt. Mais pour ce qu'on a pu observer, c'est satisfecit total. Donc les députés nous ont permis d'être en train de vivre des moments électoraux calmes, dans la tranquillité également. C'est vrai, on est dans l'attente des résultats pour les communales, mais les résultats pour les législatives sont déjà arrivés également. Et l'opinion public national semble quand même véritablement satisfait par rapport, de façon générale bien sûr, par rapport à tout ce qui a pu se faire jusqu'ici. Stéphane? Oui, je pense que d'abord je parlais
droit de grève, etc., pour parler de façon générale avant d'embrayer sur la question de la réforme constitutionnelle. Maintenant, puisque vous faites la question sur le code électoral, je veux dire que nous avons expérimenté ce code. Nous avons expérimenté ce code et les acteurs politiques qui l'ont expérimenté ont eu le temps de constater les failles. À un moment donné, lorsqu'on a revu ce code, le parti LD est monté au créneau pour dire qu'il n'était pas d'accord. Le chef de l'État a dit non, qu'il ne revient pas sur ça, quitte à l'expérimenter et de voir si de façon concrète sur le terrain, ça permettait d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, ce code est expérimenté et donc la législature qui va s'installer bientôt pourra essayer de voir les dysfonctionnements qui sont constatés et faire les réajustements nécessaires. Pas parce qu'il n'y a pas de loi rigide dans le temps, lorsqu'on l'expérimente et que ça n'arrange pas, il faut essayer de réviser et de réadapter ça à chaque contexte. Et donc, ce Parlement-là a contribué sur le plan politique pas forcément, moi de façon honnête et sincère, je ne parlerai pas d'accalmie ou d'apaisement sur le plan politique parce que d'une manière ou d'une autre, il y a eu des tensions qui sont perceptibles, il y a eu des tensions. Quelle est la cause de ces tensions-là? C'est le code électoral. Le code électoral. Et donc, les uns et les autres ont pris maintenant conscience des dysfonctionnements et donc ils pourront affiner ça. De toutes les façons, les politiciens quand ça ne les arrange pas, ils savent se retrouver pour revoir les choses et donc ils vont trouver l'occasion de revoir tout ça. Mais ce qui m'intéresse également, c'est la question de la révision de la Constitution, de la réforme constitutionnelle, je veux dire. Et voyez-vous, l'architecture qui a été mise en place, pour moi, c'est quand même un héritage essentiel. Sur le plan politique, c'est un héritage essentiel que cette législature-là est en train de léguer et c'est quand même important en termes de bilan. En termes de bilan, c'est quand même très important pour notre République et pour eux-mêmes. Alors, Moïse Novignon, dites-nous quel héritage institutionnel laisse finalement la 9e législature? La 9e législature laisse toujours la présence de la République en termes d'institutions. Bien sûr, vous l'avez demandé, héritage institutionnel. Donc, la 9e législature n'a pas supprimé la présence de la République. Donc, le palais de la Marina va toujours continuer. Il faut être clair là-dessus. Oui, le palais de la Marina va toujours continuer par fonctionner, même si Patrice Talon n'est plus candidat et donc n'en sera plus forcément le président. Mais le palais de la Marina va continuer par exister. La Cour constitutionnelle existe toujours, donc en termes d'institutions, bien sûr, comme on parle d'institutions. Toutes les institutions continuent pardon, permets-moi d'aller normalement comme cela. L'Assemblée nationale aussi va toujours exister, va continuer par fonctionner comme d'habitude. Il y a quand même un peu d'ajustement par rapport à ce niveau-là. Avec la création d'un Sénat, mais je vais y revenir. Donc la Cour suprême également va continuer de fonctionner. Les institutions restent en place quand même. C'est heureux quand même de le savoir. Et surtout, on profite de l'occasion pour faire une petite parenthèse et féliciter encore, saluer les forces de défense et de sécurité qui nous ont permis effectivement de maintenir nos institutions en place jusque-là. Mais effectivement, il y a la nouveauté cette fois-ci, c'est bien sûr la création d'un Sénat. Voilà, que les acteurs qui ont, les auteurs de la proposition, bien sûr, par rapport à la création de cette institution-là, ont suffisamment détaillé là-dessus. Ils présentent le Sénat comme une deuxième chambre de l'Assemblée nationale qui est en mesure également d'exercer les mêmes prérogatives, mais dans une autre, suivant une autre approche. Et quand on se remet aux explications du chef de l'État sur le sujet, on se rend compte aisément avec
faciliter que c'est une institution en réalité pour être comme le gardien, bien sûr, des autres institutions, parce que c'est surtout dans sa composition, déjà, on s'en rend compte, les anciens chefs d'institution, bien sûr, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de Cour constitutionnelle, etc., c'est essentiellement la Constitution. Et donc, c'est les sages qui, pour la majorité, ne sont plus à faire non plus des intérêts politiques à aller chercher immédiatement. Et donc, ils sont là comme des gendarmes, bien sûr, des gardiens de la maison, des piliers pour pouvoir encadrer, recadrer la façon dont la politique publique, le débat politique public est mené, et surtout les actions des autres institutions, à commencer par l'exécutif et le législatif. Donc, les soutenir, les accompagner. Et surtout, le besoin est là, on le sait. Tout le temps qu'il y a des sujets majeurs, des questions majeures, nous savons en tant qu'acteurs des médias au quotidien que bien on tend le micro, on recherche les anciens présidents d'institutions, on veut avoir l'avis du président Nicéphore Soglo, on veut savoir qu'est-ce que Boni Ahi en pense, on veut savoir qu'est-ce que Maître Robert Dessous suggère par rapport à telle situation, qu'est-ce que tel autre ancien président pense par rapport au fonctionnement ici. Donc, c'est des expérimentés, c'est des gens qui ont du parcours, qui ont du vécu et qui ont encore quelque chose à mettre au service de la République, qui sont surtout dans cette institution. Et donc, en termes d'héritage institutionnel, on a fait un pas. Donc, la 9e législature n'a pas fait que, en réalité, léguer les institutions qui étaient en place. La 9e législature a renforcé les institutions, a complété également les institutions qui sont en place. Et donc, c'est à l'actif du Parlement de la Je voudrais ajouter que le président de la République, l'Assemblée nationale là n'a pas encore changé ça. Hein. Le président de la République il reste président de la République, chef de l'exécutif, chef suprême de l'armée. Il reste toujours le numéro 1 du pays. Alors la dernière question sur le sujet, quelles leçons tirer pour renforcer la 10e législature, celle qui sera dans les jours à venir? Non, pour renforcer la 10e législature, d'abord le rôle ou les rôles classiques qui sont dévolus à l'Assemblée nationale, ils doivent forcément bien jouer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. N'oublions pas qu'il y a deux formations politiques majeures, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, qui dit-on, sont des partis qui soutiennent l'action de ce gouvernement et qui vont forcément soutenir le prochain président de la République. Donc, ils vont devoir jouer pleinement leur rôle d'action, de contrôle de l'action du gouvernement, et puis voter des lois qui favorisent, n'est-ce pas, donc, le développement de notre pays, pas des lois qui profitent à des politiciens, mais des lois qui vont vraiment dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt de tous les Béninois. Ensuite, donner l'opportunité aux Béninois d'être fiers d'eux à travers la qualité des débats qui sont menés, la pertinence des débats qui sont menés, et il ne faudrait pas également que dans le cadre de l'action de contrôle de l'action du gouvernement, ce soit des occasions de retrouvailles, de clubs d'amis, que ce soit vraiment sur des questions pertinentes, des questions qui intéressent la population, des questions qui préoccupent la population, qui soient au cœur de ces interpellations, de ces questions orales-là. Cela va contribuer quand même à renforcer la crédibilité de ce Parlement, la notoriété de ce Parlement, et va arrêter de croire que parce qu'ils sont de la même famille, même s'ils ne sont pas même père, même mère, qui sont de la même famille, ils sont à la solde d'un gouvernement. Non, mais on a évolué aussi. Très rapidement, quelques secondes. Oui, il faut que je le dise. Nous avons désormais des institutions de développement. On a des institutions qui sont beaucoup plus tournées vers le développement. Les chefs d'État à la tête de nos pays, quand ils sont élus, c'est avec des programmes, c'est avec des projets. Les Béninois souscrivent, valident le projet porté par un exécutif pour pouvoir le porter à la tête du pays. Et donc, les autres institutions n'ont pas entretenu de guéguerre en réalité. Les institutions n'ont pas entretenu de guéguerre entre les institutions, ont besoin de solidariser en réalité pour permettre à ce que les projets validés par les Béninois puissent devenir des réalités et que cela puisse servir tous les enfants de la République. C'est ce que je voulais surtout ajouter.
Merci. Nous allons poursuivre, peut-être s'atteler à une sensibilisation sur ce plateau à travers le deuxième sujet retenu, carême au Bénin, mise en garde du gouvernement contre les produits périmés. Alors, ma toute première question, cette mise en garde traduit-elle une anticipation efficace ou une réaction face à des pratiques déjà connues? Oui, bon, c'est les deux à la fois. Hein. C'est les deux, effectivement. C'est les deux à la fois. Parce que ce qui se fait là, les pratiques là, sont quand même connues. Ce qu'on est, le gouvernement, ce sur quoi le gouvernement est en train d'attirer l'attention là, c'est quand même connu parce que les produits périmés, on sait que ça circule beaucoup et il revient, n'est-ce pas, donc aux consommateurs de faire vraiment attention parce que les commerçants, dans le lot des commerçants, il y a quand même, il y en a qui sont vraiment véreux, comme on le dit, qui sont à la quête effrénée de profit et qui se soucient moins de la santé des consommateurs et donc ils offrent par mauvaise foi des produits qui ne sont pas consommables. Et donc si le consommateur ne fait vraiment pas attention à ce qu'il achète, il va prendre de n'importe quoi. Maintenant, l'autre problème que ça soulève, est-ce que le gouvernement qui attire l'attention là-dessus, est-ce qu'on a vraiment les moyens de contrôle? Est-ce qu'on a vraiment les moyens de contrôler efficacement ça? Et donc, je pense qu'il faut vraiment appeler à la vigilance même du consommateur. Parce que les associations des consommateurs, on ne les voit même plus pratiquement sur le terrain. Ils étaient actifs en temps, mais depuis quelques années ou quelques mois, je ne les vois plus. En tout cas, je ne les vois plus vraiment actifs. Il revient seulement au consommateur lui-même de prendre son destin en main et de savoir qu'il doit vraiment faire attention à ce qu'il achète, vérifier la date de péremption, vérifier les conditions de commercialisation, de conservation et de commercialisation de produits, des produits qu'il achète en temps de carême. On sait que on consomme vraiment beaucoup de fruits, un certain nombre de choses, et donc il faut vraiment faire attention à ces fruits qu'on consomme là et ne pas prendre n'importe quoi. Moïse. Oui, c'est beaucoup plus surtout de la prévention parce qu'on est habitué à ces pratiques-là. On a déjà vu plusieurs fois dans notre pays des boutiques ou bien des articles sur des étalages, retirés bien sûr des étalages pour non-conformité ou bien pour le fait que ce soit désuet, c'est-à-dire que périmé et hors d'usage et qui se retrouve malheureusement dans le commerce et parfois même dans les grandes villes. Ces sujets-là, quand cela revient, cela me peine un peu parce que c'est des trucs qui relèvent purement des questions de l'éducation en fait. Si les citoyens sont très bien informés, très bien renseignés, les uns et les autres savent quelles sont les dispositions qu'il faut prendre effectivement pour éviter, vous voyez, pendant les moments où la consommation, les habitudes de consommation sont légèrement modifiées, les commerçants, eux, le rôle du commerçant, c'est déjà de faire de profit, de se faire de profit. Donc, en permanence, les commerçants, ils veulent saisir toutes les opportunités où on sent une nouvelle dynamique en matière de consommation pour pouvoir glisser à travers les mailles des filets, les produits, les articles qui ne sont plus propres à la consommation. Malheureusement, et les structures étatiques font ce qu'elles peuvent. Il y a des structures qui font, mais les structures étatiques font seulement ce qu'elles peuvent. Vous savez, on est dans des contextes, il ne faut jamais oublier quand nous parlons comme cela, il ne faut pas faire le débat comme les Européens. Vous voyez, c'est un autre niveau, comme on dit dans la rue, c'est un autre level, comme les jeunes disent dans la rue, c'est pas la même chose. Ici, par exemple, regardez tout ce que nous partageons avec le Nigeria comme frontière, et regardez la porosité, comme on le dit également, de ces frontières.
là. Tous les jours, il y a quelqu'un quelque part qui entre dans le Nigeria, qui revient par des voies en réalité détournées. Et c'est difficile en réalité de pouvoir contrôler 100% parce que c'est les mêmes peuples. Il ne faut pas également qu'on l'oublie, c'est les mêmes populations. Donc il est très très difficile en réalité d'empêcher quoi que ce soit et de véritablement réguler, contrôler 100%. Et donc on n'a pas toujours la pleine mesure et le plein contrôle sur tout ce qui rentre sur le territoire comme article. On fait des progrès, on fait des avancées, il faut les saluer. Et donc effectivement, je suis d'accord avec Stéphane, c'est chacun individuellement et surtout les parents qui doivent, parce que les enfants sont les plus vulnérables dans cette situation-là, les parents qui doivent surtout accompagner ce qui se fait à l'école en répétant encore auprès des enfants pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut consommer, qu'est-ce qu'il faut consommer. Et surtout les produits qui sont évidemment les plus consommés dans cette période, c'est pas que les fruits, c'est pratiquement les légumes également, c'est parce que les fidèles évidemment qui obéissent, qui observent bien sûr ces moments de prière, de méditation traduite en jeûne là, et ils ont besoin en réalité, les quelques moments de la journée où ils ont la possibilité de s'alimenter, ils ont besoin pour conserver leur santé, de bien manger, de bien s'alimenter. Et donc, c'est un peu de tout qu'ils prennent. C'est du lait, c'est du sucre, c'est des légumes, etc. C'est tout un tas. Les céréales, même dans les céréales également, les gens ont la possibilité, et par moments, ils glissent également des choses, des produits, bien sûr, avariés ou même mal conditionnés. Mal conservés. Voilà, mal conservés et qui peuvent générer des intoxications. On a déjà observé ça, il y a des familles entières qui ont été décimées parce qu'ils ont cuisiner un haricot conservé dans des bocaux où on ne devrait pas les conserver. Et donc, vous voyez, c'est tout un tas de choses, voilà, ou bien conditionner avec des produits, voilà, pour pouvoir les conserver et empêcher que les insectes puissent les attaquer. Voilà, donc il y a tout un mélange, toute une situation. Évidemment, même si l'association des... C'est vrai, on ne les voit plus du tout, hein, l'association des consommateurs, on se demande si ça continue toujours de fonctionner et d'exister. Même si elle existait, les marges de manœuvre ont toujours été un tout petit peu limitées. Mais ce n'était pas inutile effectivement que ces organisations-là puissent être opérationnelles, qu'on puisse les entendre et les voir davantage sur le terrain pour pouvoir aider les compatriotes à pouvoir évidemment assimiler et faire respecter certaines dispositions en matière bien sûr de contrôle de la qualité de tout ce qui est alimentation. Et donc, il faut aussi inviter les populations à manger qualité. Faut pas. Les moyens, la qualité. Oui. La qualité. Même si les moyens ne sont pas ceux qu'on envisage là, même avec le peu, on peut avoir la qualité correspondante. Mais parfois, on met l'accent sur la quantité parce que bon, on veut bien se faire un truc là que bon. Donc il faut faire attention à tout ça. Et faire attention aux propositions des commerçants aussi parce que parfois on te propose des trucs à un prix, toi-même tu te dis ben ça là, il y a quand même quelque chose derrière. Il faut faire attention. Merci Stéphane Arine Rosso, merci Moïse Novignon.